On commence avec un truc de yin-yang cosmique expliquant comment les humains ont été détrônés. Il s'avère qu'une nouvelle espèce appelée Kymios a débarqué avec un ADN supérieur et des bonus intégrés. Un tiers de la population sont ces Kymios, et certains obtiennent des talents, comme ce mec qui joue avec un orbe d'eau. D'autres peuvent se la jouer Wolverine, faisant pousser des griffes en os et manipulant leur propre corps. Puis il y a les rares qui peuvent carrément se métamorphoser en un putain d'hybride homme-sanglier. Bien sûr, le narrateur lâche un « mais » de mauvais augure, car certains de ses pouvoirs sont une mauvaise nouvelle. On voit un mec plein de cicatrices, qui a l'air d'être la raison pour laquelle les humains ont peur de l'extinction. Un gros plan sur son œil brillant confirme qu'il a ce genre de pouvoir, décimer la race humaine. La scène passe à la ville de Port d'Espagne, préparant le terrain pour de l'action. Un chauffeur de salle avec un grills en or annonce le prochain combattant, un nouveau venu appelé le Titan humain. Le Titan humain, se chauffe devant la foule, l'air sûr de lui comme jamais. Son adversaire est un vétéran Kymio avec un palmarès de 15-4, ce qui en fait une bataille sérieusement ardue. Le Kymio, Quill, est annoncé et il a cet air de « je mange des gens au petit déjeuner ». Le présentateur confirme que c'est humain contre Kymio, un affrontement rare car les humains se font généralement démolir. Quill a l'air absolument insulté d'avoir été mis face à un simple humain. Je essaye déjà de deviner quel genre de pouvoir pété ce Kymio cache. Le combat commence et Quill affiche immédiatement un sourire de psychopathe, promettant de ne montrer aucune pitié. Quill révèle son talent de porc-épic, faisant sortir des piquants bien aiguisés sur tout le haut de son corps. Je réduis immédiatement la distance, échangeant des coups avec le cactus humain. Une vue de dessus montre l'un des combattants se faire absolument défoncer par un coup de poing surpuissant de Kymio. Je place un sale coup de pied haut sur Quill, pendant que le présentateur chauffe l'ambiance sur la violence. Le cactus humain, Quill, se moque de Shea, le trouvant trop défensif, avec un sourire de psychopathe. Je dénonce ces conneries dans sa tête, soulignant que c'est Quill qui a une armure de piquant. Quill offre un coup gratuit, sans piquant, tendant le piège le plus évident du monde. Notre gars Shea sait que c'est un appât, mais décide quand même d'entrer dans la gueule du loup. Shea esquive le coup de poing de Quill, pensant avoir trouvé l'ouverture parfaite pour contre-attaquer. Il repère l'ouverture, croyant qu'il est sur le point de surprendre complètement le Kymio. Shea lance son poing, mais Quill semble complètement imperturbable face à l'attaque imminente. Quill déclenche le piège, projetant des pics de son dos et déchiquetant tout le bras de Shea. Le salaud de porc-épic regarde Shea blessé et lui dit de se relever. Shea, tout en se vidant de son sang, analyse déjà le pouvoir du salaud de porc-épic et ses limites. Quill confirme que son pouvoir a un temps de recharge et met notre gars au défi de tenter sa chance à nouveau. Notre gars réalise que ce psychopathe essaie de l'appâter avec exactement le même tour une seconde fois. Et parce que c'est un protagoniste de shonen, Shea décide de mordre à l'hameçon quand même. Je commence à utiliser un jeu de jambes habile, essayant de feinter le cactus humain et d'anticiper les pics. Il réussit enfin à placer un coup net sur la mâchoire de Quill et la foule devient folle. Le commentateur explique la stratégie de Shea, des frappes rapides pour ne pas se faire déchiqueter la main. Shea se lance dans les airs pour une attaque volante spectaculaire, ses yeux brillants. Le salaud de porc-épic lève les yeux avec un énorme sourire, pensant que Shea est tombé dans le piège ultime. Quill transforme toute sa poitrine en un mur de pique, prêt à empaler notre gars en plein vol. Mais Shea retire sa jambe en plein vol, révélant que toute l'attaque volante était une feinte. Le commentateur panique, réalisant que notre gars vient d'appâter le Kymio avec un faux coup de pied. Shea atterrit parfaitement sur ses pieds, esquivant complètement le piège de pique sur la poitrine du porc-épic. Notre gars file juste devant le cactus humain, qui est toujours coincé à regarder le ciel. Je démolis absolument les côtes de Quill avec un méchant crochet du droit, alors qu'il est grand ouvert. Le salaud de porc-épic est en état de choc total qu'un humain vienne de le prendre pour un imbécile. Je enchaîne immédiatement, se préparant à fracasser l'autre côté de Quill avec une gauche. Le cactus humain rugit qu'il ne laissera pas Shea lui porter un autre coup net. Quill devient complètement fou, faisant sortir des pics de son visage et défiant Shea d'essayer. Notre gars sourit simplement, complètement imperturbable face à la défense désespérée de pics faciales du Kymio. Je ignore les pics du visage et écrase quand même le salaud de porc-épic avec un crochet du droit. Notre gars attrape la jambe de Quill, jurant qu'il ne perdra pas un autre membre à cause de ce clown. Le poing de Shea se fait absolument déchiqueter alors qu'il frappe directement dans les pics du cactus humain. Mais notre gars révèle que tout cela n'était qu'un appât, sachant que Quill ne peut pas défendre deux endroits à la fois. Je souligne qu'en protégeant son corps, le salaud de porc-épic a laissé sa mâchoire grande ouverte. Et Shea délivre un uppercut brutal qui envoie le Kymio directement au pays des rêves pour le chaos. On a un ralenti de la main de Shea se faisant empaler sur les pics, suivi d'un ralenti du sourire complètement dément de notre gars disant « Je t'ai eu ».
Le ralenti se termine avec l'uppercut qui a mis fin au combat, envoyant le Kimyo au tapis pour de bon. 1 heure plus tard, le chauffeur de salle est de retour, toujours en effervescence sur la façon dont Shea a tout déchiré contre le Kimyo. Shea est dans le vestiaire, lavant nonchalamment sa main complètement déchiquetée dans le lavabo. Notre gars se regarde dans le miroir, couvert de sang, et pense que c'est un beau spectacle. 2 mecs à l'air louche interrompent son nettoyage d'après-combat en faisant grincer la porte. Le plus maigre appelle Che par son nom, et l'œil brillant de notre gars montre qu'il est déjà sur ses gardes. Le costaud va droit au but, disant à Che qu'il a merdé. Le maigre explique qu'ils ont parié 1 tonne d'argent sur sa défaite, donc sa victoire est un problème. Il essaye d'extorquer à Che ses gains, pensant qu'il est trop amoché par le combat contre Quill pour résister. Che, sans même se retourner, leur dit de fermer la porte avant de commencer ça. Le type maigre sort un couteau, disant que ce sont les funérailles de Che pour ne pas avoir coopéré. La scène passe à la pleine lune, alors que la pluie commence à tomber, créant l'ambiance pour une baston. Quelques instants plus tard, une réceptionniste envoie un texto à son amie, paniquant d'avoir vu quelqu'un partir. Un gros plan révèle qu'elle a un gros béguin, textant à son amie à quel point un gars est mignon. Notre gars Che, toujours l'air mal en point après le combat, tapote sur le comptoir pour attirer son attention. La réceptionniste, Demalia, se transforme en fan total, disant à Che qu'il a été incroyable et que ses cicatrices sont sexy. Che, l'air complètement blasé, lui lance juste un merci sec pour les compliments. Demalia essaie de le convaincre de venir à une after-party, mais notre gars la rembarre avec une excuse bidon. Elle fait comme si de rien n'était et lui remet son prix pour avoir démoli le salaud de porc-épic. Demalia tente alors sa chance avec la phrase d'accroche la plus désespérée sur le fait de le garder au chaud. Je lui dis nonchalamment d'informer l'administration qu'il y a 2 types blessés dans son vestiaire. La scène passe à plus tard dans la nuit, montrant une porte mystérieuse d'où filtre de la lumière. Notre gars Che trempe son corps en vrac dans une baignoire, philosophant sur la douleur. Il prend des analgésiques, espérant que toute cette souffrance en vaille la peine à la fin. Le lendemain matin, notre gars se dirige vers une voiture qui l'attend. Ses amis le charrient déjà, le mec disant qu'aucune femme ne pourrait tolérer Che. Che sort de son appartement, les remerciant sarcastiquement d'être si bruyant à 6 heures du matin. Son pote continue de fouiner sur pourquoi il est si secret, blaguant qu'il vend de la drogue. La fille crie à Che de monter dans la voiture pour qu'il ne soit pas en retard à la salle de sport. Notre gars se fait conduire par ses amis, confirmant qu'il part s'entraîner. Che présente son dojo, un endroit pour les combattants durs qui peuvent briller d'une énergie verte. Il présente son maître, Léo Thomas, un véritable héros de guerre de l'ancienne guerre humain Kimyo. Je raconte l'histoire de son maître pendant qu'un type nommé Azam s'entraîne avec un coup de pied vert lumineux. Je continue de s'extasier sur le fait que Maître Léo est une figure paternelle pour tout le monde au dojo. Azam porte son coup de pied vert spectaculaire sur un partenaire d'entraînement alors que la narration bienveillante continue. La narration se termine, avec Che disant que Léo les traite tous comme ses propres fils. Maître Léo interrompt l'entraînement, reprochant à Azam d'être prévisible avec sa vitesse. Azam se fige en plein mouvement alors que son maître explique que la prévisibilité vous fait tuer sur le terrain. Léo lui lance le regard du père déçu, disant à Azam qu'il utilise mal son talent. Le vieil homme donne une leçon à Azam avec un coup de poing dans le ventre, lui montrant comment on fait vraiment. Maître Léo, avec son propre œil brillant, appelle Azam par son nom pour avoir toute son attention. Le héros de guerre se prépare à transmettre un savoir sérieux à son élève en difficulté. Maître Léo donne une leçon à Azam avec une rafale de coups, tout en lui expliquant comment être unique. Azam se fait défoncer le visage, clairement pas prêt pour la leçon pratique du vieil homme. Le héros de guerre explique que leurs talents sont essentiellement codés en dur dans leurs personnalités individuelles. Azam tente de contrer avec un coup de genou sauté, mais Léo se déplace déjà pour intercepter l'attaque. Le type rapide a un moment de choc en réalisant qu'il a été complètement percé à jour. Maître Léo attrape sans effort le poignet d'Azam, stoppant complètement son élan. Le vieil homme retourne Azam, le charriant pour se battre comme un combattant humain ordinaire. Azam est complètement en l'air et semble choqué de se faire ridiculiser aussi salement. Léo continue la projection, disant à son élève d'utiliser réellement les pouvoirs avec lesquels il est né. Le maître termine le combo avec un coup de pied, alors qu'Azam est toujours en train de tournoyer impuissant en l'air. Le vieil homme dit à Azam d'utiliser son pouvoir unique ou de le perdre complètement. Maître Léo envoie le type rapide voler à travers le dojo avec un dernier coup de pied. Dans le vestiaire, les amis de Che se charrient déjà sur le fait de s'être fait botter le cul. La plaisanterie devient personnelle quand un mec traite l'autre de gamin pour s'être fait conduire par sa copine. De retour sur le tapis, Maître Léo dit à Azam épuisé de se relever pour un autre round. Les autres élèves regardent la raclée, blaguant que l'avenir brillant d'Azam est officiellement terminé. Un des gars prévient Che que le maître a un compte à régler avec lui ensuite.
Le héros de guerre termine enfin la leçon, laissant Azam complètement épuisé sur le sol. Maître Léo se retourne avec un sourire malicieux et appelle Che, signalant que c'est son tour. Avec ses propres yeux brillants, le vieil homme convoque notre gars sur le tapis pour une discussion. L'ami de Che le charrie depuis le banc de touche, rappelant l'insulte de gamin de tout à l'heure. Notre gars salue nerveusement Maître Léo, ayant l'air d'être sur le point d'être puni à vie. Le héros de guerre lance à Che le regard du père déçu, le traitant de sacré imbécile. Maître Léo lui reproche de se battre en secret, révélant qu'il ne perdra pas un autre fils. Le vieil homme frappe Che si fort que son esprit quitte momentanément son corps. Léo le charrie pour avoir baissé sa garde alors qu'il est censé être un combattant clandestin. Che est assis par terre pendant que son maître se met à applaudir, signalant un changement de rythme. Les autres élèves regardent, confus par les applaudissements soudains et l'atmosphère tendue. Une nouvelle figure mystérieuse entre dans le dojo, interrompant la correction père-fils. Le nouveau venu, avec un sourire suffisant, demande à Léo pourquoi il est si sérieux, à la manière du Joker. Le nouveau venu suffisant, Rokash, fait son entrée avec son équipe, et le narrateur confirme que c'est un connard de Kimyo de première. Le salaud suffisant, Rokash, salue la pièce avec condescendance, comme s'il en était le propriétaire. L'œil de Maître Léo commence à briller, signalant qu'il est sur le point de repasser en mode père déçu. Azam, se remettant encore de sa raclée, reconnaît instantanément le Kimyo narcissique. Un des autres élèves ouvre sa gueule, demandant au maître pourquoi ce clown interrompt leur session. Toute l'équipe du dojo se met en position alors que Maître Léo dit au salaud suffisant qu'il n'est pas le bienvenu ici. Rokash lâche une bombe, appelant le héros de guerre professeur et agissant comme son élève préféré. Azam est complètement choqué que cet arrogant connard ait été l'un des leurs. Les élèves et les sbires de Rokash commencent à se chercher des noises avant que Rokash ne suggère un combat amical. Maître Léo, son aura s'intensifiant, dit à son ancien élève qu'il est toujours la même ordure. Maître Léo finit par craquer, déchaînant son aura enflammée et disant à tout le monde de la fermer. Je regarde, inquiet que son maître soit sur le point d'exploser en supernova sur ses clowns. Le héros de guerre dit à son ancien élève qu'il n'est pas le bienvenu et de foutre le camp immédiatement. Rokash commence son monologue de méchant, se moquant de Léo d'être un grand poisson dans une petite mare. Le salaud suffisant promet au vieil homme qu'il reconnaîtra sa vraie force juste avant de mourir. Les yeux de Maître Léo s'écarquillent, alors que Rokash ajoute la partie « Et ça arrive bientôt » à sa menace. La scène passe à plus tard dans la nuit au dojo, après la confrontation dramatique. Azam regarde Maître Léo se préparer à partir après que le dojo a été nettoyé. Le type rapide demande à son maître quelle est l'histoire entre lui et cet arrogant connard. Maître Léo révèle que Rokash était un ancien élève dont l'arrogance n'avait d'égal que sa force. Maître Léo continue son histoire, expliquant que Rokash était un try-hard qui défiait constamment les autres. Le vieil homme révèle que la vanité de Rokash était si grande qu'il a tué un autre élève nommé Jacob. On voit une photo de la victime alors que Léo explique que Rokash s'en est tiré avec une accusation d'homicide involontaire. Le type rapide, Azam, s'énerve et jure de botter le cul de Rokash s'il revient un jour. Maître Léo rit et charrie Azam pour ses petites menaces de petit garçon humain, d'une voix de bébé. Azam en rit, le traitant de vieil homme et brisant la tension entre eux. Le type rapide dit à son maître qu'il le soutienne et l'envoie chez lui pour la nuit. La scène passe au dos de Maître Léo alors qu'il se tient dans ce qui semble être un cabinet médical. Un médecin salue le vieil homme, l'appelant Monsieur Hart et notant qu'il est encore principalement en un seul morceau. Le héros de guerre s'assoit sur la table d'examen, bavardant sur son travail mouvementé avec les Kimyos. Le médecin, Evan, commence l'examen en se vantant joyeusement que sa fille a eu son 6e enfant. Che, l'air d'avoir fait 10 rounds avec un camion, qualifie la fille du docteur de super-héroïne. Le docteur Evan revient aux choses sérieuses, confirmant qu'il a renouvelé les médicaments de Che et en a ajouté un nouveau pour les hémorragies internes. Le docteur devient sérieux, demandant à notre gars s'il y a une amélioration avec son œil gauche bousillé. Che admet que sa vision est toujours foutue, disant qu'il ne voit qu'à 60% de sa capacité. Le docteur Evan enlève ses lunettes, lançant à Che cette vibe de daron « Il faut qu'on ait une discussion sérieuse ». Le docteur expose la situation, disant qu'il peut le rafistoler mais ne peut pas l'empêcher de se détruire. Il attribue la ténacité de Che à l'entraînement de Maître Léo, mais l'avertit qu'il a de la chance d'être en vie. Le docteur Evan sort un tableau détaillant la liste insensée des blessures de Che, d'un poumon perforé à des lésions nerveuses. Le docteur supplie Che, lui demandant si l'argent des combats vaut vraiment la peine de raccourcir sa vie de plusieurs années. Che ignore l'inquiétude du docteur, disant qu'il lui reste encore de la combativité pour une bonne cause. Notre gars rit de la liste interminable de blessures, rappelant au docteur qu'il est solide pour un humain. Le docteur Evan soupire, abandonnant l'idée d'essayer de raisonner le jeune homme têtu.
Je serre la main du docteur et le charrie sur le fait qu'il fait du yoga avec sa femme. Le vieux docteur obtient une lueur mystérieuse, affirmant qu'il a trouvé une forme d'exercice plus virile. Le docteur Evan prend une pose de karaté complète, prouvant qu'il a toujours cette force de vieil homme. Le docteur donne à Che quelques derniers conseils, lui disant de faire attention. La scène passe à Maître Léo lisant la Bible à côté de son testament. Une main mystérieuse actionne une poignée de porte, interrompant la nuit tranquille du vieil homme. Maître Léo pousse un lourd soupir, comme s'il s'attendait à ce visiteur important. Le salaud suffisant Rocache et un de ses sbires se faufilent dans le dojo après les heures d'ouverture. Rocache surprend le vieil homme, lui disant qu'il n'a pas changé d'un poil. Maître Léo identifie le kimio narcissique, Rocache, qui se prépare déjà à se battre. Pendant ce temps, Azam est au téléphone, inquiet que Rocache mette réellement sa menace à exécution. Le type rapide accepte d'attendre, mais décide qu'il ira voir le maître dès demain matin. L'ami de Che essaie de le calmer, lui rappelant que Maître Léo est un dur à cuire certifié. Sa copine interrompt l'appel, lui disant de raccrocher ou de subir sa colère. Elle termine l'appel avec Che de manière enjouée, lui disant qu'elle reprend son homme. La scène passe au dojo, qui est maintenant complètement en flammes. À l'intérieur de l'enfer, Maître Léo est vaincu au sol devant un mystérieux psychopathe chauve. Maître Léo est au sol, se vidant de son sang et se plaignant que son corps de vieillard le lâche. Le vieil homme se demande s'il est devenu si rouillé qu'il ne peut même pas gérer un mec avec une arme à feu. Un nouveau type avec un bonnet et des yeux violets semble complètement abasourdi par la situation. Le type au bonnet, Cass, pointe une arme, prêt à achever le vieil homme. Le salaud suffisant Rocache s'énerve, disant à Cass qu'il n'a pas le droit de lui voler sa proie. Cass balbutie une excuse à son oncle avant que Maître Léo ne lui crie soudainement un avertissement. Le vieil homme se transforme en torche humaine, lançant une attaque lance du phénix droit sur le gamin. Le type au bonnet se fait projeter contre un mur par l'attaque de feu désespérée du vieil homme. Maître Léo se tient là, toujours en feu, prouvant qu'il ne tombera pas sans se battre. Le psychopathe chauve commence à sermonner le héros de guerre sur la bonne éducation de son neveu. Le psychopathe chauve claque la langue, regardant le vieil homme de haut avec une étrange lueur bleue. Rocache commence son monologue de méchant, accusant Léo de tout et manquant de respect à l'élève qu'il a assassiné. Maître Léo, maintenant entièrement englouti par les flammes, avertit le salaud suffisant de ne plus jamais prononcer le nom de Jacob. Le vieil homme accepte son sort, admettant qu'il a échoué à la fois avec Rocache et son neveu avant ce combat final. L'aura de feu de Maître Léo devient une supernova alors qu'il jure de corriger ses erreurs en terminant cela ce soir. Le légendaire talent flamme du phénix du héros de guerre est révélé alors qu'il se lance sur son ancien élève. Les deux Kimios s'affrontent dans un flou de mouvements alors que le vieil homme passe à l'offensive. Le salaud suffisant a l'air vraiment choqué pendant une fraction de seconde alors que l'attaque enflammée se rapproche. Maître Léo assène un coup de poing enflammé et net en plein dans le ventre de Rocache, le faisant enfin taire. Le kimio narcissique est projeté en arrière, hurlant de douleur sous l'assaut enflammé du vieil homme. Le salaud suffisant Rocache se prépare à l'impact, serrant son poing sur sa poitrine bleue brillante. Le coup de poing enflammé de Maître Léo démolit absolument le ventre de Rocache avec une énorme explosion de feu. Le kimio narcissique crache du sang, complètement abasourdi que le vieil homme ait encore autant de punch. Le héros de guerre attrape immédiatement Rocache par le col, ne lui laissant pas une seconde pour respirer. Maître Léo balance simplement son ancien élève en l'air comme un sac de déchets. Le vieil homme atterrit parfaitement sur ses pieds, toujours entouré de son propre enfer personnel. Rocache baisse les yeux totalement incrédule, réalisant que le vieil homme le poursuit avec une attaque aérienne. Maître Léo se lance dans les airs comme un missile humain, complètement englouti par les flammes. Le salaud suffisant panique, réalisant qu'il se fait tellement enchaîner qu'il ne peut même pas activer son talent. Le vieil homme réduit la distance en plein vol, prêt à livrer une autre raclée enflammée. Maître Léo se transforme en torche humaine, tournoyant autour du salaud suffisant comme un flipper enflammé. Rocache est complètement figé, réalisant qu'il vient de provoquer un ours légendaire avec une patience très limitée. Le vieil homme crée un véritable vortex de feu, montrant à son ancien élève ce qu'est le vrai pouvoir. Le visage du salaud suffisant dit tout. « J'ai fait une terrible erreur qui va me coûter la vie. » Maître Léo ressemble à un putain de dieu du feu, prêt à envoyer ce clown directement dans l'au-delà. Le héros de guerre crie le nom d'une attaque spéciale, se préparant pour le grand final. Il s'écrase sur Rocache avec une technique appelée météore descendant, et ça a l'air absolument dévastateur. L'attaque atterrit avec une explosion massive qui a probablement juste rayé le dojo de la carte. Le vieil homme se tient dans l'enfer, mais il ressent clairement la tension d'avoir tout donné. Il révèle une vilaine blessure, admettant que son vieux corps ne peut plus simplement ignorer ce genre de dégâts.
Maître Léo admet qu'il est en train de mourir mais dit au salaud suffisant Rokash qu'il ne partira pas seul. Le vieil homme attrape le visage de Rokash avec sa main enflammée, promettant de le mutiler à vie. Rokash est au sol en train de crier pendant que Maître Léo est assis là, tenant son putain de globe oculaire. On a un gros plan du Kimio narcissique, perdant complètement la tête à cause de la douleur. Le neveu au bonnet, Cass, regarde avec horreur son oncle se faire refaire le portrait. Cass essaie de traîner son oncle hurlant hors de l'enfer alors que tout le dojo s'effondre. Rokash, avec un œil en moins, maudit Léo et dit que ce bâtiment en feu sera sa tombe. Maître Léo est assis calmement dans le feu, acceptant son sort alors que le dojo brûle autour de lui. Avec son dernier souffle, le héros de guerre murmure le nom de notre gars, Che. La scène passe au dojo complètement englouti par les flammes sous la pleine lune. Notre gars Che se tient seul sous la pluie, créant une ambiance de dégâts émotionnels sérieux. Toute l'équipe du dojo est rassemblée sous des parapluies pour les funérailles de Maître Léo. Un éloge funèbre confirme officiellement la mort du héros de guerre, le qualifiant de grand homme et ami. Le discours continue sur une vue du cimetière, vantant les capacités légendaires de Léo. Les yeux de Che brûlent de pure rage à la fin de l'éloge. On sait qu'il prépare quelque chose. Le type rapide, Azam, dit à Che qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés et qu'ils doivent se venger. Un autre élève révèle que Rokash organise un tournoi, où le vainqueur aura un 1 contre 1. L'équipe du dojo demande à notre gars de représenter leur salle, les Braises Rouges, dans le tournoi. Je remets en question leur choix, leur rappelant qu'il est le seul sans talent spécial. Azam met fin à ça, disant que Léo l'a toujours considéré comme le meilleur et qu'il sera à ses côtés. Les yeux de notre gars brûlent de pure rage alors qu'il accepte le plan de vengeance. 4 mois plus tard, toute l'équipe du dojo débarque dans le propre stade du salaud suffisant. L'équipe regarde l'immense foule, réalisant à quel point ce tournoi est grand. Le type rapide, Azam, explique qu'il les a déjà inscrits au tournoi. Un des gars, Tevin, reçoit un avertissement sévère de sa copine pour qu'il soit prudent dans son combat. Une télévision dans le stade commence un segment d'actualité vantant l'hôte du tournoi, Rokash. Toute l'équipe des Braises Rouges fusille l'écran du regard alors que les nouvelles qualifient Rokash de sensation. Le reportage passe commodément sous silence le fait que Rokash a assassiné un type, qualifiant cela d'incident douteux. Le reportage continue de lécher les bottes du salaud suffisant, énumérant tout son argent et ses accomplissements. Le présentateur des nouvelles présente ses condoléances à Rokash pour la mort de son professeur, Maître Léo. Quel culot. Le type rapide, Azam, est furieux que le public ne sache pas quel monstre est vraiment Rokash. Le reportage continue de louer le salaud suffisant pour l'organisation de ce tournoi pour les talents locaux. Notre gars Che en a assez entendu de cette propagande et met sa capuche, prêt à y aller. Les nouvelles citent le monologue edgy de Rokash et révèlent qu'il est classé 87e Kimyo, le plus fort. Le présentateur s'extasie ensuite sur la cicatrice que Maître Léo lui a faite, disant que ça le rend encore plus effrayant. Che, les yeux brillants, dit à l'équipe qu'il en a assez entendu et qu'il est temps de bouger. L'équipe des Braises Rouges se regroupe, demandant à notre gars quel est le plan de match pour le tournoi. Un des gars révèle que c'est un tournoi contexte brutal où tuer est autorisé pour gagner. Teven admet que Maître Léo les tuerait pour ça et qu'il a menti à sa copine sur les règles du match à mort. L'annonceur sur le grand écran chauffe la foule pour le 4e match de la soirée. L'annonceur présente Tevin de l'équipe des Braises Rouges alors que sa copine crie son soutien depuis les tribunes. Son adversaire, un type masqué en tenue traditionnelle, entre dans l'arène. L'annonceur vante le nouveau challenger, qui a cette vibe de ninja mystérieux. Le type ninja, Sonraz, l'intouché, prend la pose pour la foule, ressemblant à un personnage principal. L'annonceur confirme que Sonraz est un Kimyo sprinter qui n'a littéralement jamais été blessé dans un combat. Tevin affiche un sourire arrogant, se préparant pour un affrontement classique tank contre sprinter. Le type ninja reste là en silence, complètement imperturbable par l'énergie de Tevin. Tevin commence à jacasser, se vantant d'être l'un des Kimyo les plus durs du coin. Sonraz frappe instantanément Tevin en pleine phrase avec un coup de pied avant que le pauvre gars ne puisse même réagir. La scène passe au salaud suffisant Rokash, qui regarde le combat depuis sa loge VIP. Un assistant demande au salaud suffisant Rokash s'il a besoin de quelque chose pendant qu'il regarde le combat. Le Kimyo narcissique l'ignore, regardant silencieusement la raclée avec un sourire flippant. De retour sur le ring, le type ninja Sonraz tourne littéralement en rond autour de Tevin. La fiche de statistiques de Sonraz apparaît, confirmant son talent de vitesse pété alors qu'il monologue sur le fait d'être intouchable. Tevin s'énerve, n'appréciant clairement pas de se faire ridiculiser par cet imitateur de Naruto. Le pauvre gars lance un coup de poing désordonné et se fait contrer instantanément, l'air complètement dépassé. Sonraz utilise un Kage Bunshin no Jutsu, créant plusieurs copies de lui-même pour encercler Tevin.
Le type rapide Azam explique le pouvoir pété pendant qu'un autre membre de l'équipe crie à Tevin de se renforcer. Tevin se fait attaquer par tous les clones à la fois, luttant pour se défendre contre l'assaut. Le grand gars serre les dents, essayant de surmonter la raclée et insistant sur le fait qu'il peut l'encaisser. Tevin commence à monter en puissance, exigeant plus de lui-même alors qu'il encaisse la raclée. Il continue de pousser son corps à sa limite absolue, clairement sur le point d'exploser. Sa main commence à se transformer, faisant pousser des griffes et crépitant d'énergie bleue. Le dos de Tevin éclate avec une plaque osseuse alors qu'il avertit le type ninja de ne pas le chercher. Avec son œil brillant, il rugit sur Sonraz pour avoir sous-estimé l'équipe des braises rouges. Tevin déchaîne une onde de choc massive d'énergie, balayant tous les clones ninja. Le sprinter intouchable, Sonraz, a l'air vraiment choqué pour la première fois du combat. Tevin révèle sa transformation complète, un hybride homme-rhinocéros, et crie le nom de son talent peau de rhino. On a un rapide topo expliquant les différents types de talents Kimyo et leurs sources d'énergie. Le grand gars se tient là dans sa forme de rhinocéros complète, semblant prêt à enfin inverser la tendance. Le ninja intouchable, Sonraz, a un moment classique de Nani, complètement choqué par la montée en puissance. Tevin lance un coup de poing sauvage dans sa nouvelle forme de rhinocéros, alors que le type ninja esquive, s'interrogeant sur ce nouveau talent. L'annonceur perd la tête, vantant la rare peau de rhino que Tevin vient de révéler. On a un rapide topo expliquant que cette peau donne à l'utilisateur un énorme bonus de défense et de force. Tevin se vante de sa nouvelle robustesse, tandis que Sonraz se la joue Naruto avec les clones de l'ombre à nouveau. L'homme rhinocéros admet que sa nouvelle armure le ralentit, mais pense qu'il peut tenir plus longtemps que le sprinter. Le plan de Tevin de l'épuiser est immédiatement contrecarré, alors que le type ninja le frappe en pleine réflexion. Sonraz assène un coup de pied ultra rapide sur la mâchoire de l'homme rhinocéros, ignorant complètement l'armure. Tevin est totalement incrédule, réalisant que les attaques du ninja traversent en quelque sorte sa défense. Le type rapide Azam crie à Tevin de se souvenir des leçons de Maître Léo et de trouver une faiblesse. Un flashback de la leçon de Maître Léo explique que chaque talent a un angle mort ou une faiblesse. Le flashback montre Tevin se faisant absolument ridiculiser par les clones de vitesse du ninja. De retour dans le présent, l'homme rhinocéros se dit désespérément de réfléchir et de trouver la faiblesse. Le sprinter intouchable, Sonraz, tape du pied sur le sol avant de faire un mouvement. Tevin a un moment eureka, réalisant que la faiblesse du ninja est liée au sol. Le vrai Sonraz fonce en avant avec des yeux rouges brillants, criant qu'il arrive. L'homme rhinocéros, Tevin, tient bon et met au défi le ninja arrogant de venir. Tevin plante son pied, prêt à contrer et défiant le sprinter de l'attaquer. Le type ninja vole tandis que Tevin se prépare à égaler sa vitesse avec une frappe qui fait trembler le sol. Tevin fracasse le sol de l'arène, attrapant le ninja intouchable dans une onde de choc massive. L'annonceur confirme que l'homme rhinocéros vient de renverser complètement la situation sur le sprinter. Tevin commence son monologue de shonen, disant que le ninja a la vitesse mais qu'il a autre chose. Le grand gars crie « Puissance !» et déchaîne un énorme coup de poing d'énergie qui secoue toute l'arène. Le ninja intouchable se fait absolument projeter à travers le stade comme une putain de fusée. Toute l'équipe, y compris notre gars Shea, regarde pendant que l'annonceur perd la tête. L'annonceur panique alors que le type ninja est sur le point de s'écraser contre la barrière de protection de l'arène. Sonraz est assommé contre la barrière, mettant fin à sa série intouchable pour de bon. L'homme rhinocéros, Tevin, fait craquer ses doigts et dit que c'est la vengeance pour le coup en traître de tout à l'heure. Les médecins évacuent l'imitateur de Naruto sur une civière, le sortant officiellement du tournoi. Le grand gars retrouve l'équipe, recevant un câlin de sa copine pendant que les autres célèbrent la victoire. Un autre membre de l'équipe des Braises Rouges demande à la copine d'Azam où Shea a disparu. Le type rapide, Azam, dit à Tevin que Shea se prépare et qu'il s'inquiète pour lui. Azam admet qu'il a peur de ce que Shea fera quand il verra enfin Rokash en face à face. La foule devient absolument folle, alors que le prochain combat est sur le point de commencer. L'annonceur prend le micro pour présenter notre gars Shea pour son premier match de tournoi. Son adversaire est un combattant mutant, nommé Nanaku, dont la salle ne participe qu'à des matchs à mort. Notre gars Shea a l'air vraiment perplexe face au délire de son adversaire. Le nouveau challenger, Nanaku, révèle de vilaines dents de requin et dit qu'il est énervé. L'homme requin commence à monologuer sur le fait qu'il a été manqué de respect par cet affrontement. Il est insulté de devoir combattre un humain sans talent spécial. Et c'est reparti. L'homme requin, Nanaku, promet de tuer notre gars et de passer simplement au combat suivant. L'homme requin se moque de l'affrontement, pensant que c'est une blague complète de combattre un humain. Notre gars Shea dit à l'homme requin de dégager de son chemin, sa carte sans talent, bien en évidence.
Le salaud suffisant Rocache regarde depuis sa loge, pensant que notre gars lui semble étrangement familier. Le combat commence avec Che, prêt à en découdre, tandis que l'homme requin lèche sa lame de doigt. L'homme requin fonce immédiatement sur notre gars, avec un coup de poing hurlant et sauvage. Che esquive et se faufile sans effort autour de l'attaque d'ouverture désordonnée de l'homme requin. L'équipe des Braises Rouges, menée par le type rapide Azam, crie son soutien depuis les tribunes. Deux autres combattants observent de l'arrière, essayant de comprendre le talent de l'homme requin. Le type barbu dit énigmatiquement qu'ils le découvriront bien assez tôt, l'air très sérieux. Le type barbu dans les tribunes lance un défi avant de se faire instantanément frapper par l'homme requin. L'homme requin, Nanaku, étrangle le type barbu en riant de sentir sa rage. Les deux combattants échangent des coups violents, l'homme requin plaçant un sale coup de pied sauté. Nanaku regarde son adversaire vaincu de haut, se moquant de lui pour avoir pensé qu'il aurait une meilleure mort. De retour dans le présent, l'homme requin dit à Che qu'il a tué plus de gens que notre gars n'en a jamais combattu. L'homme requin se met au visage de Che, promettant qu'il mourra avec la honte et la peur sur le visage. Notre gars Che répond aux provocations avec un coup de pied sauté, que l'homme requin contre parfaitement. L'homme requin, Nanaku, rit de la résistance de Che, le qualifiant de proie pour oser riposter. Nanaku arrache sa chemise pour devenir sérieux, mais Che lui dit simplement qu'il est sur son chemin. Le type barbu de la raclée précédente regarde avec choc, se demandant comment ils sont à égalité. Le type barbu dans les tribunes se moque de l'idée qu'un humain puisse battre sa machine à tuer. L'homme requin, Nanaku, rit littéralement d'un coup de poing qui le touche en pleine mâchoire. Le type barbu vante Nanaku, disant qu'il a été élevé pour la guerre et d'attendre le premier sang. Un flashback montre l'homme requin dominant un autre pauvre type avec sa lame de bras. L'homme requin attrape le type blond du flashback par la gorge, l'air complètement dément. Nanaku affiche un sourire de psychopathe, appréciant clairement la violence alors qu'il étrangle son adversaire. L'homme requin déchiquette absolument la poitrine du type blond, et le sang commence à gicler partout. L'équipe des Braises Rouges a l'air horrifiée alors que l'annonceur panique face à ce carnage soudain. Le type barbu sourit, confirmant que cette démonstration sanglante n'est que l'échauffement pour son gars. De retour dans le présent, Che est sur un genou alors que l'annonceur confirme que l'homme requin a fait couler le premier sang. L'homme requin lèche le sang de Che sur sa lame de doigt, lui disant de saigner pour la foule. Notre gars Che se tient le flanc, grognant de douleur à cause de la blessure par coup de couteau. Il est choqué que la lame ait traversé son gilet, alors que son équipe lui crie de tenir bon. Un flashback montre le type barbu d'avant, lançant un coup de poing à l'homme requin. Le type barbu provoque l'homme requin, lui demandant pourquoi il a l'air si surpris pendant leur combat. L'homme requin attrape le visage de son maître, inversant complètement la situation en un instant. Nanaku saute dans les airs, se mettant en position pour achever le type barbu. L'homme requin vole au-dessus de son maître, qui est laissé complètement exposé au sol. Une énorme gerbe de sang remplit la case, signalant un coup brutal qui met fin au combat. Le flashback se termine avec le corps sans tête du type barbu s'effondrant au sol. L'homme requin, Nanaku, claque sa main griffue à côté de la flaque de sang de Che. Il s'arrête une seconde, ayant une sorte de révélation psychotique à propos du sang. Le taré commence à grogner et à lécher le sang de notre gars directement sur le putain de sol. À quatre pattes comme un animal, Nanaku appelle Che par son nom complet après y avoir goûté. L'homme requin devient pensif, disant qu'il a du mal à prendre une décision. Il essaye juste de décider s'il doit mettre la tête de Che sur une pique ou son cœur dans un bocal. L'annonceur vante le carnage alors qu'on voit notre gars se faire absolument malmener par l'homme requin. Che se fait complètement déchiqueter le visage et l'épaule par les griffes de l'homme requin. L'homme requin continue de s'acharner sur le dos de notre gars, tout en lâchant une autre réplique edgy. Il termine sa menace, disant que plus Che saignera, moins il pourra respirer. Un des membres de l'équipe des Braises Rouges regarde avec une horreur absolue depuis les tribunes. L'homme rhinocéros Tevan crie à Che de se ressaisir et de trouver un putain d'angle mort. Le type barbu dit à un crétin que le terrain de chasse de l'homme requin est un spectacle. Un autre membre de l'équipe a l'air confus, réalisant que l'homme requin chasse littéralement notre gars. Un flashback montre la victime précédente de l'homme requin, déjà battu et ensanglanté pendant la chasse. La narration explique qu'une fois que l'homme requin, Nanaku, fait couler le premier sang, c'est la fin du jeu. Le visage de la victime précédente montre une terreur pure, alors qu'il réalise que le combat est déjà perdu. Le démon intérieur de l'homme requin se réveille, grognant alors que sa soif de sang prend complètement le dessus. L'annonceur et Tevin perdent complètement la tête face à ce qui se passe sur le ring. Le corps de l'homme requin commence à se transformer en un monstre rouge, alors que ses instincts s'emballent. Le démon intérieur de l'homme requin crie juste pour plus de sang, alors que sa transformation continue. Le type au bandeau de l'équipe des Braises Rouges panique, criant qu'ils doivent arrêter cette folie. Le type barbu affiche juste un sourire de psychopathe, leur disant qu'il est bien trop tard pour reculer maintenant.
Une fiche de statistiques confirme le talent frénésie sanguinaire de l'homme requin. Un état de changement rare qui le transforme en monstre. La foule de malades applaudit le carnage, tandis qu'un type dans les gradins a l'air absolument horrifié. Le psychopathe assoiffé de sang pousse un grognement féroce, ressemblant plus à un monstre qu'à un homme. Notre gars Che, ensanglanté et sur la défensive, n'en croit pas ses yeux. Le type barbu regarde avec un sourire suffisant et maléfique, appréciant le déchaînement absolu de sa création. Che fait face à l'homme requin entièrement transformé, alors que la foule commence enfin à s'inquiéter pour l'humain. Le type au bandeau réalise que la faiblesse de l'homme requin est l'absence de sang, mais le ring est déjà trempé des combats précédents. L'homme requin assoiffé de sang bondit dans les airs, prêt à se jeter sur notre gars. Le type au bandeau réalise que ce psychopathe était déjà dans sa forme de requin final depuis le début. Le type barbu confirme que sa création était déjà complètement évoluée avant même le début du match. Notre gars Che utilise un jeu de jambes habile pour esquiver l'assaut incessant de l'homme requin. L'homme requin affiche un énorme sourire plein de dents, adorant absolument cette chasse violente. Che a un moment de pur choc, réalisant enfin la vraie nature de ce monstre. L'homme requin se moque de notre gars pour être rapide sur ses pieds, le qualifiant de proie prévisible. Le psychopathe attrape enfin Che, riant de pouvoir sentir tout le sang dans l'arène. L'homme requin a l'air vraiment surpris que notre gars se défende encore. Che a une prise de fer sur le bras du monstre, refusant de se faire projeter davantage. Notre gars Che, l'air absolument féroce, crie que c'est la dernière chance de l'homme requin. L'homme requin plante ses talons dans le sol, jurant de mettre fin au combat ici et maintenant. Che utilise sa pure détermination pour retourner le psychopathe massif, le projetant contre le putain de béton. L'homme requin est au tapis alors que notre gars lutte pour rester debout. Le type barbu dans les tribunes crie de frustration, clairement énervé que son monstre soit en train de perdre. L'homme requin commence à monologuer depuis le sol sur le fait que les proies sont destinées à perdre. Le psychopathe attrape le flanc blessé de Che, montrant qu'il lui reste encore de la combativité. Notre gars baisse les yeux avec choc alors que l'homme requin termine ses provocations sur les proies. L'homme requin lance un coup de tête sauvage qui envoie Che voler à travers le ring. La foule et l'équipe des Braises Rouges regardent avec horreur notre gars se faire projeter. Le type barbu regarde depuis les tribunes, demandant avec suffisance à notre gars ce qu'il va faire maintenant. Un flashback montre le type barbu criant sur un autre pauvre type pour s'être moqué de son talent. L'homme requin jure de tuer chaque humain qui entre dans leur tournoi, accusant son maître du carnage. L'homme requin attrape le type vaincu du flashback par la tête, prêt à l'achever. Il projette le pauvre gars à travers le ring, montrant sa puissance écrasante. L'homme requin lâche une philosophie edgy sur le fait que soit on a le pouvoir, soit on ne l'a pas. Il termine son monologue, disant que la différence se mesure par le sang des faibles. De retour dans le présent, Tevin crie d'arrêter le combat tandis que le type barbu lui dit de regarder Che mourir. L'homme requin rit, promettant sarcastiquement à notre gars une mort miséricordieuse et rapide. L'équipe des Braises Rouges frappe contre la cage, criant désespérément pour que quelqu'un arrête ce putain de combat. L'homme requin, Nanaku, affiche un sourire de psychopathe et décide qu'il montera la tête de notre gars sur son mur. Le type barbu se moque que Che ne soit qu'une déception indigne du nom légendaire S-Heart. Un flashback montre un pauvre type avec des dreadlocks levant les yeux avec terreur vers une attaque imminente. La bouche géante de l'homme requin s'ouvre en grand, prête à dévorer la tête du type aux dreadlocks. Les yeux du type aux dreadlocks s'écarquillent de terreur alors qu'il réalise ce qui se passe. La scène bascule soudainement vers un enfer alors que le type se demande où il est. Le type aux dreadlocks accepte son sort, réalisant que cette vision enflammée est l'endroit où il va mourir. Le flashback répète le plan de l'homme requin sur le point de dévorer le pauvre type tout entier. Les yeux du type aux dreadlocks reflètent les flammes alors qu'il accepte pleinement sa mort. Une figure mystérieuse engloutie par les flammes apparaît, jurant qu'ils ne peuvent pas s'arrêter maintenant. La mystérieuse figure enflammée dans la vision déclare que ce n'est pas encore son heure de mourir. Ses yeux s'ouvrent avec une rage enflammée, criant que ce ne sera jamais son heure. De retour dans le présent, une énorme explosion de feu éclate du ring, engloutissant toute l'arène. L'équipe des Braises Rouges et le psychopathe barbu sont en état de choc total, alors que le nom de notre gars est crié. La barrière de protection du stade commence à se fissurer sous la force pure de la montée en puissance de notre gars. La barrière se brise, et Azam panique alors que l'explosion se dirige droit sur la foule et sa copine. Le type au dreadlock des tribunes apparaît alors qu'une énergie noire et rouge jaillit de son dos. Le type au dreadlock joint ses mains, criant le nom de sa technique spéciale. Il crée un mur de cendres massif, révélant que son nom est Louise Hemlock et son talent est Cendre des Pères. Louise arrête d'une manière ou d'une autre tout l'enfer, ayant l'air tout aussi surpris que tout le monde que ça ait fonctionné.
Une pauvre fille dans la foule est complètement abasourdie par l'énorme explosion de feu. La foudre verte du type rapide crépite alors qu'il se prépare à mettre les siens en sécurité. Azam utilise son talent Kirin pour évacuer sa copine du chemin de l'explosion juste à temps. L'homme rhinocéros, Tevin, passe en mode tank complet, protégeant sa copine et un autre membre de l'équipe de l'explosion. Tevin, toujours sous sa forme de rhinocéros, regarde avec un choc total, demandant si quelqu'un d'autre voit cette merde. Le type au bandeau regarde fixement avec ses yeux brillants, réalisant que ces flammes semblent bien trop familières. Le type au dreadlock, Louise, serre les dents, reconnaissant également le pouvoir de feu caractéristique. Le vortex de feu le confirme. Notre gars utilise les mêmes putains de flammes que Maître Léo. L'homme requin, Nanaku, est pris dans l'explosion, l'air complètement abasourdi par cet enfer soudain. Le psychopathe est sur la défensive, paniquant que notre gars soit d'une manière ou d'une autre un putain d'utilisateur de feu. L'homme requin, Nanaku, pète complètement un câble, criant que Che est un menteur pour avoir caché son talent. Un gros plan sur l'œil de Che reflète l'enfer alors qu'il fixe son adversaire. Notre gars se tient complètement englouti par les flammes, l'air tout aussi confus que tout le monde à propos de sa montée en puissance. Le visage de Che est littéralement en train de fondre, mais le type est choqué de ne ressentir aucune douleur. Les yeux de notre gars passent du jaune ardent au vert et vice-versa alors qu'il assimile cette transformation insensée. Il regarde sa propre main enflammée, se demandant ce qu'est ce nouveau pouvoir. L'homme requin est dans le déni complet, refusant de croire que l'humain qu'il chassait vient d'exploser en supernova. Notre gars Che embrasse l'enfer, disant qu'il se sent complètement renaître dans les flammes. L'homme requin s'entête, insistant sur le fait que le sang humain de Che signifie que ce nouveau pouvoir ne change rien. Le psychopathe charge à travers le feu, criant le nom de Che et lui promettant une mort lente. Un nouveau type chauve de l'équipe arrive enfin avec la bouche pleine de pizza, demandant ce qu'il a bien pu rater. Le pauvre gars est si choqué par l'enfer qu'il laisse tomber sa part de pizza. Une véritable tragédie. Le pote à la pizza devient très sérieux, réalisant que notre gars haché est au centre de ce chaos. Notre gars, toujours en feu, se demande ce que signifie ce nouveau pouvoir alors que ses yeux brillent d'intensité. Le type barbu panique, criant à sa création d'homme requin de foutre le camp de là. Je regarde sa propre main enflammée, monologuant sur ce que ça fait de brûler avec ce pouvoir. Le salaud suffisant Rocache regarde toute la scène se dérouler depuis la sécurité de sa loge VIP. Son assistant souligne l'évidence, demandant s'il devrait arrêter le combat puisque ce sont les flammes de Léo. Rocache serre le poing si fort qu'il fissure le putain d'accoudoir, clairement déclenché par la vue. Le type au bandeau de l'équipe crie à Che, le suppliant de ne pas faire ce qu'il a l'intention de faire. Che, le visage littéralement en train de fondre, demande à l'homme requin s'il est prêt à devenir cendre. L'homme requin, Nanaku, est complètement terrifié, criant à notre gars de juste mourir. Notre gars Che lui lance la réplique la plus glaciale « toi d'abord », tout en se transformant en torche humaine. C'est officiel. Le gamin sans talent est maintenant un Kimyo nommé Che Heart. Un visage démoniaque fait de pur feu apparaît, montrant la puissance brute que notre gars vient de débloquer. Le visage du démon de feu psychopathe sourit simplement, promettant que beaucoup de douleur est à venir. Che se lance sur l'homme requin comme un putain de missile à travers le chaos enflammé. Une information révèle que son talent est Ilios la flamme du phénix, l'un des 4 grands légendaires. L'homme requin se fait absolument vaporiser par l'enfer, payant le prix de ses provocations. Notre gars Che réfléchit au chaos, se demandant ce qui lui arrive. Le type au bandeau a un moment de lucidité, réalisant qu'il aurait dû voir les signes avant-coureurs. Son monologue intérieur devient sombre, parlant du sang que Che était sur le point de verser. Il termine sa pensée, se demandant comment quelqu'un aurait pu savoir que cela allait arriver.